je me présente tout d'abord. Donc, Marine Le Gallelli. Donc, je suis professeure de sciences de gestion à l'Université de Bretagne occidentale. Et donc, je vous remercie de m'avoir invitée à faire une présentation sur le concept de consentement à payer. Alors, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis 1996. Donc, j'ai soutenu une thèse à l'Université de Rennes sur la mesure justement du consentement à payer du consommateur. Et puis, j'ai ensuite travaillé à son application dans différents domaines, le domaine de la culture, par exemple, l'entrée dans les musées et les monuments, plus récemment dans le domaine des labels de qualité agroalimentaire. Donc, mon objectif aujourd'hui, donc, c'est de faire une présentation des connaissances sur ce concept, définition, mesure, déterminant, et puis voir, mais là peut-être que les participants auront plus de réponses que moi à cette question. Quel intérêt donc le concept peut avoir donc pour comprendre les relations entre éditeurs et usagers, alors établissements ou chercheurs, donc dans le domaine de l'édition scientifique. Donc le prix, donc c'est une variable très importante en économie, en gestion. Aussi bien donc dans les pratiques des entreprises, des organisations, que dans la décision d'achat du consommateur. Donc, il contribue au volume des ventes, à la marge, au positionnement des produits et des services. Donc, c'est un concept donc, qui retient l'attention parce qu'il est important donc d'évaluer les jugements qui sont portés sur les prix par les consommateurs ou usagers. Alors, le concept classiquement utilisé pour comprendre donc les réactions des consommateurs face au prix, c'est le concept d'élasticité prix. C'est un concept qui est utile donc pour au niveau de l'ensemble des consommateurs ou des segments de consommateurs définis a priori. Et ce concept, en fait, fournit la proportion d'individus acceptant un prix donné. Ce que l'on a vu apparaître, en fait, c'est, on va dire, ces 20 dernières années, ce sont des nouvelles pratiques de prix, donc comme la tarification à la consommation, ou encore les enchères en ligne, ou le bundling, c'est-à-dire comment dire, des pratiques de prix pour des services groupés. Et dans ce cadre-là, comment dire, le concept de consentement à payer, alors que l'on appelle aussi prix de réserve, donc défini comme le prix maximum qu'un consommateur donné consent à payer donc pour un produit ou un service, a retenu l'attention parce qu'il est plus riche d'informations que l'élasticité prix, donc au niveau individuel. Donc, un certain nombre de questions se posent alors. Donc, comment le mesurer, comment le capter, comment l'influencer. Il permet également, quand c'est possible, d'individualiser les prix. Alors, ce concept est apparu dans la littérature économique depuis plus d'un siècle. Donc, le consentement à payer, ces méthodes, donc ont été utilisées pour déterminer le prix pour des biens ou des services publics purs et ont été mobilisées par exemple sur des sujets comme la valeur d'une vie humaine ou la minimisation des risques pesant sur la vie humaine, le financement public des arts, théâtre, musique, musée, les programmes de prévention divers et variés. Alors, en sciences de gestion et en marketing, son utilisation est plus récente. En fait, elle date des années 80, 1980. Et donc, le concept a surtout été utilisé donc, pour déterminer le prix de bouquets de services, par exemple, ou d'innovation, de produits labellisés, par exemple. Alors, je vais structurer la suite de ma présentation de cette manière. Donc, tout d'abord, je vais définir le consentement à payer, comment il se différencie d'autres concepts proches. Ensuite, je ferai un bref panorama des méthodes qui sont utilisées pour mesurer ce concept.
Et puis enfin, donc j'exposerai brièvement donc les déterminants, qu'est-ce qui influence en fait le consentement à payer. Et puis en conclusion, donc je tenterai une esquisse donc de son intérêt dans le cadre de l'édition scientifique. Alors donc le consentement à payer donc est défini comme le prix maximum qu'un acheteur consent à payer donc pour une quantité donnée d'un bien ou d'un service. Donc il est appelé également prix de réserve ou prix de réserve plancher. Et en fait, ce prix de réserve plancher donc, correspond au prix maximum auquel et en dessous duquel le consommateur est certain à 100% d'acheter le produit. Alors, d'autres concepts ont été largement étudiés en marketing, donc se rapprochent du consentement à payer, le prix de référence, le prix acceptable, la valeur. Et d'autres variables semblent avoir une influence sur le consentement à payer. Alors, le prix de référence donc, est défini, lui, comme le prix que les acheteurs utilisent comme élément de comparaison pour évaluer donc, le prix d'un produit ou d'un service. Alors, ça peut être un prix de référence interne, par exemple un prix mémorisé, ou externe, un prix communiqué sur le marché, le prix de produits concurrents, par exemple. Et en fait, comment dire, ce prix de référence est un construit donc multidimensionnel qui se présente donc sous forme de seuil ou de marge. Donc, le prix de référence permet aux consommateurs d'établir en fait un jugement relatif à une situation d'achat, une offre proposée à un prix donné. Est-ce que c'est une bonne affaire ou non finalement? Alors que le consentement à payer, lui, permet d'exprimer en unité monétaire, donc un jugement sur la valeur perçue du produit. Donc, ce sont deux concepts qui sont corrélés, mais qui restent distincts. Un autre concept largement étudié en marketing également, donc, est le concept de prix acceptable. Alors, qui constitue non pas un seul prix, mais une marge de prix, un ensemble de prix donc, que les consommateurs sont prêts à payer pour un bien ou un service. La marge d'acceptabilité, en fait, est plus large que la marge de prix de référence. Et ce jugement d'acceptabilité, il est postérieur également à la formation d'un prix de référence, c'est-à-dire qu'en fait, cette marge d'acceptabilité, elle naît de la confrontation en fait, des prix de référence aux prix qui sont proposés sur les marchés. Alors, on peut considérer que le consentement à payer, c'est la limite supérieure en fait, de cette marge d'acceptabilité. Voilà, on peut formaliser, synthétiser en fait les relations entre ces différents concepts de cette manière. Et alors, ce qui apparaît, c'est que donc en fonction des prix de référence, des prix acceptables, en fait, le consentement à payer n'est pas un concept stable finalement dans le processus de décision du consommateur. Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire qu'il est difficile de le mesurer et comment à un instant T dans un environnement donné. Mais par contre, c'est un concept en fait sur lequel on peut agir. Alors, à la hausse, c'est généralement comment dire l'objectif des fournisseurs ou à la baisse. Ça pourrait peut-être un sujet de discussion sur justement quel est le consentement à payer des chercheurs de manière individuelle, des établissements de manière globale et comment finalement diminuer en fait ce consentement à payer qui aujourd'hui sur le marché de l'édition scientifique est extrêmement élevé, comme on l'a vu comment de par la présentation précédente, comment les chercheurs se sentent comme captifs et donc le consentement à payer reste extrêmement élevé.
Alors, le concept de consentement à payer se distingue également de la valeur. Alors, la valeur, en fait, est définie comme l'évaluation des expériences avec un objet ou une classe d'objets, donc c'est la valeur d'usage, et à partir d'un ensemble de sacrifices et de bénéfices qui lui sont associés, donc c'est la valeur d'échange. En fait, le consentement à payer constitue un de ces sacrifices, c'est le sacrifice monétaire maximum en fait que le consommateur accepte de faire au regard donc de la somme des bénéfices perçus ou à recevoir. Alors, le consentement à payer est influencé par d'autres variables individuelles, alors notamment la satisfaction. Donc, la satisfaction, c'est une évaluation postérieure à la consommation ou à l'usage, et donc qui contient des éléments cognitifs et affectifs. Les consommateurs en fait émettent ce jugement d'évaluation en comparant les attentes formées avant la consommation avec la performance donc perçue du produit ou du service. Et donc il apparaît une relation positive en fait entre le consentement à payer et la satisfaction, une relation qui évolue au cours du temps. Lors de la première transaction, on va dire, la satisfaction est dite spécifique à la transaction. Elle influence moins fortement le consentement à payer que par la suite quand la satisfaction devient cumulative. C'est-à-dire que plus le consommateur achète un produit, un service, et en est satisfait, plus son consentement à payer augmente. Alors, ce lien, satisfaction, consentement à payer, est influencé par d'autres variables, donc l'aversion pour le risque notamment, dont il a déjà été question tout à l'heure. L'implication influence positivement en fait le lien entre la satisfaction et le consentement à payer. Par contre, la recherche de variété, par exemple, le niveau d'éducation influence négativement en fait cette relation satisfaction-consentement à payer. Alors il existe d'autres d'autres études plus isolées qui ont montré qu'il y avait également un lien entre la fidélité et le consentement à payer, et puis donc la fidélité à une marque par exemple, et puis la culture du consommateur. Alors, bon, donc le consentement à payer donc, est intéressant donc, pour comprendre en fait les réactions des consommateurs face à un prix au niveau individuel. Mais alors, cet intérêt théorique ne doit pas occulter les difficultés de mesure dont souffre ce concept. Alors, second point, donc comment mesurer justement ce consentement à payer? Donc, il y a un grand nombre de méthodes d'aide à la fixation du prix en fonction des réactions des consommateurs. Il existe en fait trois grandes familles de méthodes donc, qui permettent de mesurer le consentement à payer. Alors, soit les méthodes qui sont fondées donc, sur des données réelles, donc qui sont donc des données d'achat, de vente, donc qui sont analysées par des méthodes économétriques et donc pour déterminer des élasticités prix ou des prix hédoniques. Et puis donc des méthodes d'enquête, donc les méthodes les plus utilisées, sont l'analyse conjointe et l'évaluation contingente, on y reviendra. Et puis plus récemment donc des méthodes de réponse en fait à une offre d'achat, méthodes dites incitatives, ont été utilisées. Donc les deux méthodes les plus couramment usitées donc, sont les enchères au second prix, ou donc appelées également enchères Vickray. Et puis la loterie BDM, donc qui mime en fait des processus d'enchères. Et donc le prix de vente final étant fixé soit au second prix, soit de manière aléatoire. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ces différentes méthodes? Alors, les méthodes qui sont fondées sur des données réelles, donc des données de vente en fait réelles,
donc, permettent de calculer l'élasticité prix, la courbe de demande pour des produits existants. Donc pour les fournisseurs, ils permettent de fixer le prix de manière à maximiser le chiffre d'affaires, le profit ou la part de marché, donc des produits ou des services. Donc leur validité externe est très élevée parce que les achats en fait sont observés dans des conditions de marché réalistes. Mais alors, comment dire, ces données ne sont disponibles qu'après la vente. Donc, les méthodes sont donc ne peuvent être utilisées donc que pour des produits existants, pas pour des produits innovants. Et puis, ces méthodes ne permettent pas non plus de personnaliser en fait ou d'individualiser les prix, car elles ne fournissent en fait qu'une indication sur le consentement à payer de l'acheteur, à savoir qu'il est supérieur au prix du marché ou à l'inverse que celui du non-acheteur, donc lui est inférieur. Donc le consentement à payer précis en fait reste inconnu. Le deuxième groupe de méthodes, donc ce sont des méthodes donc basées sur des données d'enquête. Donc l'analyse conjointe, en fait, vise à mesurer les compromis qui sont réalisés entre différents attributs d'un produit ou d'un service, dont le prix, donc les compromis qui sont réalisés par le consommateur. Et donc, on va dériver le consentement à payer d'évaluation de différentes alternatives en fait de produits ou de services. Et on va demander dans ces cas-là aux répondants à l'enquête de soit ranger, noter ou exprimer une préférence ou un choix en fait pour une offre donc décrite par différentes caractéristiques. Alors le souci, c'est que l'analyse conjointe en fait souffre d'un biais de nature hypothétique, c'est-à-dire que ce biais apparaît donc lorsque un répondant est placé dans une situation hypothétique, donc notamment dans le cadre d'une enquête par questionnaire. Donc, la personne interrogée ne prend pas en considération toutes les contraintes qui pèseraient sur son choix en fait en situation réelle, le budget disponible, la disponibilité de produits ou services concurrents, par exemple. Donc, il existe souvent un écart entre ce qui est énoncé par la personne interrogée et puis ce qu'il accepterait de payer dans une situation réelle. L'évaluation contingente, en fait, a été développée en économie. Donc, c'est une méthode d'enquête relativement simple qui consiste en fait à demander aux répondants, alors soit d'exprimer directement son consentement à payer pour le bien, donc veuillez indiquer le prix maximum que vous seriez prêt à payer pour une telle offre, par exemple, ou qu'ils répondent à une ou plusieurs questions successives sur le fait qu'il achèterait ou non le produit à un prix donné. Et, donc, en fonction de la réponse, en fait, on augmente ou on diminue le prix de l'offre pour essayer de cerner donc le consentement à payer. Donc, c'est une méthode qui est très facile à utiliser, mais elle fournit donc peu d'incitation en fait pour les répondants à révéler leur consentement à payer. Donc, elle souffre également du biais hypothétique, mais donc comme l'analyse conjointe, mais elle souffre aussi d'un biais de nature stratégique donc, qui apparaît lorsque les personnes interrogées donc vont délibérément façonner, leurs réponses en vue d'influencer les résultats de l'enquête dans le sens de leur propre intérêt, soit surestimer le consentement à payer pour influencer la mise sur le marché d'un bien ou d'un service, ou pour plaire à l'enquêteur, tout bêtement, ou soit le sous-estimer pour influencer la fixation du prix donc à la baisse. Alors c'est pour ça que à partir du début des années 1990, des méthodes donc dites incitatives issues de l'économie expérimentale donc ont commencé à être utilisées donc pour mesurer donc le consentement à payer en marketing. Alors les enchères Vickray, donc dites enchères au second prix. Donc, ça consiste en fait dans un contexte expérimental. On va
collecter en fait les offres donc de participants à l'expérimentation, et la personne ayant fait l'enchère la plus élevée doit acheter le produit au second prix le plus élevé. Comment donc le participant n'a alors pas intérêt à sous-estimer son offre, car elle influence donc potentiellement donc le prix de vente. Alors la loterie donc Becker de Groot-Marchak BDM. Alors là, chaque participant va fixer un prix maximum auquel il achèterait donc le produit proposé. Puis là, le prix est déterminé de manière aléatoire. Par exemple, on va tirer en fait au sort une des enchères en fait, et donc le participant doit acheter le produit au prix tiré au sort. Si le prix tiré au sort donc est inférieur ou égal à son consentement exprimé, sinon il ne peut pas acheter le produit. Donc en fait, ces méthodes ne place les répondants en fait dans une situation où l'enchère en fait exprimée ne pourra pas influencer le prix de vente. Donc théoriquement, un participant rationnel donc a tout intérêt donc à révéler son consentement à payer réel. Donc voilà pour ce qui limite l'apparition d'un biais de nature stratégique. Bon, il n'en reste pas moins que ces méthodes en fait s'éloignent quand même du processus de décision mis en œuvre par un acheteur habituel. Donc là, les participants sont mis en compétition pour acquérir un produit donc, ou un service, qui est rarement le cas donc, pour la plupart des marchés donc, de produits ou de services. Voilà. Puis leurs réponses dépendent aussi donc, des hypothèses qu'ils font sur les offres des autres participants. Donc, ces méthodes sont intéressantes, notamment pour analyser, comprendre les ventes en ligne, par exemple, sous forme d'enchères qui se sont développées ces dernières années. Alors, des études comparatives ont été menées et ont mis en évidence systématiquement des différences d'estimation entre les méthodes. Alors, que ce soit lié au biais hypothétique ou au biais stratégique, au bout du compte, comment on arrive à imprévisible sur- ou sous-estimation du consentement à payer. Donc, ces dernières années, donc, des recherches ont été lancées pour essayer donc d'améliorer en fait la mesure du consentement à payer. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres recherches, donc ce sera ma troisième partie, qui mettent en évidence que le consentement à payer, est influencé par de nombreux déterminants. Et donc pour les gestionnaires de produits ou de services, de marques ou de magasins, cela peut être intéressant. Donc, alors je vais synthétiser rapidement ces recherches parce qu'elles ne sont qu'indirectement en lien avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui. On peut néanmoins tenter une transposition, on va dire, au marché de l'édition scientifique. Alors, on sait que le consentement à payer donc, est influencé par la quantité servie. Alors, plus la quantité réelle ou perçue est importante, et plus le consentement à payer est élevé, mais jusqu'à une certaine limite. Alors, en y réfléchissant, je me disais que ça pose quand même la question, par exemple, pour les établissements, de la quantité des ressources documentaires qui sont offertes jusqu'à une certaine limite. Au-delà d'une certaine limite, vraisemblablement que la valeur de l'offre n'augmente plus pour les usagers. Je veux dire. La personnalisation de masse, alors c'est-à-dire c'est l'idée donc de faire participer en fait le consommateur à la définition du produit ou du service. Il est
il peut modifier certaines caractéristiques du produit ou du service. Et on sait que ça influence également le consentement à payer à la hausse. Quand c'est possible, ça permet donc aux fournisseurs de capter en fait des consentements à payer hétérogènes. Là aussi, on peut se dire que ça pose également la question, comment dire, pour les établissements, d'offres plus ou moins individualisées en fonction des besoins des chercheurs dans les établissements. Voilà. Et le bundling, donc là, c'est donc le fait d'offrir différents services conjointement, et ça aurait a priori plutôt là un impact négatif, on va dire, sur le consentement à payer. D'autres recherches ont montré, bon voilà, que le support de paiement, tout bêtement, comment dire, pouvait avoir une influence sur le consentement à payer. Quand on paye avec une carte de crédit, on a tendance à consentir à avoir un consentement à payer plus important que quand on paye en liquide. Le type de tarif également. Alors les tarifs en 3 parties, donc c'est-à-dire un prix d'accès, une limite de consommation, puis un prix marginal en fait au-delà d'une certaine consommation, comment dire, ça a tendance en fait à augmenter le consentement à payer du consommateur. En fait, comment dire, les recherches ont mis en évidence que quand le niveau de consommation en fait est incertain, les consommateurs vont avoir tendance en fait à avoir un consentement à payer plus important que lorsqu'ils connaissent en fait bien leur niveau de consommation. Alors je pense qu'on peut observer ce type de phénomène où, comment dire, dans les établissements par exemple, on voit que les usagers, les chercheurs donc vont avoir tendance à avoir le maximum finalement d'abonnements possibles, d'accès possible aux revues, et quand on réalise comment dire, des enquêtes sur l'usage réellement de ces revues, on se rend compte que l'usage est relativement faible. Mais la consommation étant incertaine, c'est au cas où j'en aurais besoin un jour, et ben le consentement à payer en fait est fort. Alors, on y reviendra, le fait qu'en plus, dans les établissements, ça ne va pas être l'usager qui paye directement. Alors, bon, voilà, d'autres recherches ont mis en évidence aussi que le fait qu'il y ait des promotions, par exemple, ça va avoir un effet, si ces promotions sont perçues comme importantes, en fait, ça va avoir un impact négatif sur le consentement à payer. Des prix aussi extrêmes, donc d'autres produits en fait ou services vont avoir comment dire un impact positif sur le consentement à payer. Là, je pense que quand on regarde le marché de l'édition, avec finalement plus les tarifs sont élevés, plus finalement le consentement à payer ces tarifs devient élevé. En fait, c'est un mécanisme psychologique qui a été mis en évidence donc sur ces prix extrêmes dans l'environnement. Voilà. Alors par contre, l'environnement concurrentiel, plus l'environnement est concurrentiel, et là moins le consentement à payer sera élevé. Alors, donc en conclusion, comment dire, le consentement à payer donc est un concept intéressant donc pour comprendre alors à la fois donc pour comprendre les réactions donc des consommateurs, des usagers en fait au prix proposé, et évidemment intéressant pour les fournisseurs. Nul doute que les éditeurs savent se reposer sur ces éléments.
Donc, on l'a vu comment les méthodes donc, sont nombreuses pour tenter de mesurer le consentement à payer, mais elles souffrent de problèmes d'applicabilité, de mesure. Comment et bon, voilà, c'est d'autant plus crucial en fait de comprendre en fait le consentement à payer parce qu'on sait comment qu'ils sont influencés donc par différents déterminants. Alors, juste comment pour conclure, donc alors bon, comme vous l'avez compris, moi je suis plus spécialiste du concept en lui-même, mais pas par contre pas du marché de l'édition scientifique. J'ai pas à ma connaissance mais ma connaissance n'est pas non plus exhaustive, mais comment dire, je n'ai pas connaissance en fait de travaux spécifiques sur le marché de l'édition. La problématique me semble être la suivante, c'est-à-dire que les éditeurs scientifiques pratiquent des tarifs prohibitifs depuis de nombreuses années, voire décennies, donc considérant que leurs ressources sont vitales pour les chercheurs, qu'il y a une forte valeur en fait de ces produits et des services, mais finalement, pour les chercheurs, de manière individuelle, le consentement à payer est nul car ils ne payent pas directement ces ressources. Alors, notons aussi qu'il existe des recherches sur la gratuité pour l'usager qui montrent que ça peut avoir des effets pervers, hein, évidemment, sur le processus de décision et le comportement d'usage. Alors, les établissements acceptent de payer un prix vraisemblablement plus élevé, en fait, hein, que leur consentement à payer. Donc, la marge dont je parlais plus tôt. Alors, tout en essayant, bien sûr, hein, de peser davantage dans la négociation. Alors, l'open access vient bouleverser ce schéma en laissant entrevoir un accès plus large aux ressources scientifiques, des prix de référence plus bas. Mais bon, parallèlement, les éditeurs donc basculent peu à peu du modèle abonnement vers le modèle donc APC. Et on peut se poser la question donc de savoir si ce modèle sera plus avantageux pour les établissements. Voilà, alors comment la question hein, qui reste peut-être à laquelle vous avez peut-être plus de réponses que moi, c'est donc comment se fait-il que le modèle économique sur lequel donc fonctionne l'édition scientifique soit si durable? Vraisemblablement, le concept de consentement à payer peut aider à comprendre. Hein. Les établissements donc consentent à payer des abonnements très onéreux. Les laboratoires consentent à payer des APC, donc et cela pour accéder aux ressources qu'ils ont eux-mêmes produites. Donc voilà, il y a quelque chose de fascinant dans cette histoire, mais vous avez sans doute plus de réponses que moi donc pour éclairer ce phénomène et puis surtout pour envisager des solutions donc qui ont déjà été esquissées lors de la première présentation. Je vous remercie de votre attention. Donc merci infiniment Marine Le Gallelli d'avoir pris le risque en quelque sorte de parler d'un domaine alors que vous êtes spécialiste du concept, hein, comme vous l'avez dit vous-même. Donc nous il y a pas mal de questions, donc on va les passer en revue. On a bien vu, alors nous, on aimerait influencer en fait le CAP. Alors vous nous avez donné des pistes. On a la quantité servie, ça, voilà, je crois qu'on connaît un peu dans l'édition scientifique. Le bundling aussi, ça paraît intéressant avec tous les services qui sont en train d'être construits autour des plateformes. Voilà, mais je pose les questions des auditeurs. Donc, dans le cas des publics scientifiques, donc des publications scientifiques, l'acquéreur et le consommateur ne sont pas les mêmes personnes. Souvent, le consommateur ignore tout des tarifs
Donc, comment ce concept de consentement à payer peut-il s'appliquer aux abonnements? Et ça, vous avez répondu partiellement. Hein. Sait-on si les éditeurs se basent sur son consentement à payer pour fixer les tarifs? Alors, c'est peut-être en deçà des informations que vous possédez. Alors, ce qu'ils font exactement, non, ça, je ne le sais pas. Mais vraisemblablement, sans forcément faire d'études particulières, que dans les négociations, de toute façon, à partir du moment où les tarifs sont acceptés et parfois à l'issue de bras de fer, hein, comment dire, entre donc les consortiums d'établissements et puis les éditeurs, de manière dérivée, de toute façon, le consentement à payer des établissements apparaît hein, dans les négociations. D'accord. Donc là, peut-on considérer que le marché de l'édition se caractérise par une absence de clarté sur le prix de référence, donc pour les coûts d'un abonnement comme pour les frais de publication, avec pour conséquence un consentement à payer plus élevé? Il y a plusieurs questions hein, dans ce sens, parce qu'en fait, on ne connaît pas les prix en quelque sorte. Alors, c'est-à-dire les chercheurs ne connaissent pas les prix. Enfin, pour avoir été membre de conseils documentaires, dans différentes universités dans lesquelles j'ai été en poste, les responsables de services communs de documentation connaissent les tarifs, mais c'est sûr que les utilisateurs eux-mêmes je pense que les chercheurs connaissent assez peu, je pense, ces tarifs. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant, comment dire, de sensibiliser quand même les usagers, donc les chercheurs, les enseignants-chercheurs, à ces tarifs. Alors, de temps en temps, alors, il y a toujours quelques personnes qui sont passionnées par ce sujet-là et qui sont au courant, mais j'ai l'impression que la majorité des chercheurs et des enseignants-chercheurs ne connaissent pas forcément, en effet, n'ont pas vraiment de prix de référence, en fait. Donc, il y aurait vraisemblablement peut-être une information plus large à faire de la part des services communs de documentation à destination des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Donc, une autre question. Donc, le produit est souvent un bouquet de revues dont l'utilisateur n'utilise qu'une partie. Donc, dans ce cas, comment mesurer le consentement à payer? Comment dire alors, si là, ce serait tout à fait possible. Par exemple, en utilisant l'analyse conjointe, on peut très bien faire une enquête auprès des usagers et déterminer quelles sont les revues qui génèrent, on va dire, du consentement à payer et quelles sont les revues qui ne génèrent pas de consentement à payer. C'est comme il y a des applications qui ont été faites, par exemple, sur tout ce qui est appareil technologique. Bon, la plupart du temps, l'utilisateur moyen ne va pas se servir, va se servir peut-être de 20 ou 30% des fonctions possibles en fait de son ordinateur, de son téléphone portable. Alors là, on est face à la même question et ça permettrait vraisemblablement, comment dire, de mieux comprendre en fait qu'est-ce qui est valorisé en fait par les usagers. Alors, une question sur les actions de boycott. Est-ce que elles peuvent avoir un réel impact sur les prix pratiqués par le vendeur? Là, je suis pas forcément spécialiste du sujet. Il semble que ça ait fait quand même un petit peu bouger les choses de ces dernières années. Bon, peut-être pas de manière spectaculaire, mais comment. Mais là, non, mais merci déjà d'essayer de répondre. Et une autre question, mais c'est pareil, peut-être un peu spécialisé. Le consentement à payer pour publier est-il différent du consentement à payer pour lire? Donc, les chercheurs recherchent la gratuité pour lire les articles, style Sci-Hub, et par contre, ils sont prêts à payer 10 000 € pour être publiés dans Nature.
Ouais. Ah oui, très certainement. Là, comment dire, c'est deux consentements à payer complètement différents. Ça, c'est sûr. Ouais. On ne paye pas pour la même chose, quoi, en fait, de toute façon. Bien sûr. Sachant qu'en plus, consentement à payer pour lire, ça va être l'établissement. Généralement, de toute façon, c'est l'établissement qui paye. Et puis, consentement à payer pour publier, bien souvent, c'est les unités de recherche. Donc là encore, comment dire, le chercheur en lui-même, c'est pas forcément lui qui paye réellement. Voilà, alors une autre question importante, hein, mais vous y avez partiellement répondu. Donc, existe-t-il des méthodes pour diminuer justement le consentement à payer, alors pour un consommateur et plus particulièrement pour un chercheur? Alors, des méthodes, en fait, c'est agir sur les déterminants, comment dire, les déterminants qui influencent le consentement à payer à la baisse, en fait. Hein. Donc, c'est plus d'informations, c'est comment moins d'aversion pour le risque, comment c'est comment comment dire, comment dire, je fais un travail justement sur les différents attributs uniquement. Comment ne payer que ceux pour qui a enfin les caractéristiques, on va dire, ou les parties de l'offre qui ont une valeur pour le consommateur, en fait. Alors, je pourrais transmettre comment dire, des références, hein, peut-être un petit peu plus détaillées, justement sur ces questions aux participants, voilà, si ça les intéresse.